Bertrand Badi, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris, grand connaisseur des relations internationales, géopolitologue et aussi, surtout, auteur de plusieurs livres de référence, comme par exemple L'État importé, la diplomatie des humiliés, et diplomatie de connivence, et puis aussi un autre livre euh, très important, Repenser les relations internationales. Bertrand Badi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, est-ce que on a les moyens de repenser les relations internationales dans ce mouvement brownien que nous vivons? Alors les moyens, c'est tout un problème. L'urgence, oui, je dirais sans équivoque, c'est-à-dire le grand problème de la diplomatie mondiale, c'est de savoir reconstruire en fonction de paramètres nouveaux. Et ça, c'est une démarche qui est toujours très difficile dans l'action sociale, puisque l'être humain a pour habitude, pour constance, de partir du connu vers l'inconnu et de considérer que ce qui se produit aujourd'hui n'est que la réplique de ce qui s'était produit hier, avant-hier ou au siècle dernier. Et il faut avoir l'effort, faire l'effort de tout changer, de tout repenser en fonction de ruptures extrêmement profondes dont on parle dans les conversations, mais dont on n'a jamais su tirer toutes les conséquences. Je vois au moins trois grandes ruptures. La première rupture, c'est la décolonisation. On a beaucoup parlé de la décolonisation, mais on n'a jamais compris quelles en étaient les implications du point de vue des relations internationales. Et notamment le fait qu'on entrait dans un monde nouveau, fait de puissances émergentes, fait de puissances autrefois dominées, qui considèrent que leur libération n'est pas totalement accomplie, ce qui fait entrer dans le jeu international un paramètre essentiel qui est souvent négligé. De même, on n'a jamais compris ce qu'était la mondialisation et ce qu'en étaient les conséquences. Et sans être trop long, je dirais que la mondialisation, c'est trois choses. C'est Oui. d'abord l'inclusion générale, c'est-à-dire nous sommes dans un monde où tout le monde est sur le même bateau, ce qui est quelque chose de totalement inédit, puisque dans l'histoire des relations internationales, il n'y avait jusqu'à présent que des histoires régionales. Et l'histoire des relations internationales se limitait en fait à l'Europe. Or, aujourd'hui, l'Europe n'est qu'un petit morceau de la scène Ouais. internationale. Mhm. Et il faut savoir composer avec un monde complexe où tout le monde est sur le même quai, sauf peut-être les Palestiniens d'ailleurs, et ce qui fait qu'un Centrafricain dont le PIB par an et par habitant est de 600 dollars côtoie un Luxembourgeois dont le PIB est de 110 000 dollars par an et par habitant. Ce qui Oui. fait que les enjeux sociaux deviennent absolument centraux et cruciaux dans la conduite des relations internationales, Mhm. beaucoup plus que les enjeux stratégiques classiques. Et la Bertrand mondialisation, Badi, Bertrand Badi, il y a quand même aujourd'hui une donne nouvelle pour rebondir un peu et dans la continuité de votre analyse, c'est qu'aujourd'hui, avec la guerre de l'Ukraine, on a le sentiment que véritablement on est face à la mise en place d'une nouvelle guerre froide et qui change complètement la donne. Elle n'est plus celle qu'on avait connue. Et aujourd'hui, on entre dans une équation impossible en termes de relations internationales. l'erreur est là. L'erreur est de considérer que nous entrons dans une nouvelle guerre froide. Or, le monde d'aujourd'hui n'est plus du tout celui de la guerre froide. Et nos principaux dirigeants, qu'il s'agisse de M. Poutine ou qu'il s'agisse de la plupart des dirigeants occidentaux, ont tendance à traiter les questions présentes, et notamment la question ukrainienne, comme si nous étions dans un temps de guerre froide. Mais la guerre froide, c'est tout autre chose. Et on ne sait pas en voir la différence. La guerre froide, On est face à la même dialectique. Évidemment, c'est pas du tout pas la du même tout. chose. Ce n'est pas du tout la même dialectique, dans la mesure où la guerre froide, c'était bloc contre bloc. Or là, il y a un bloc occidental, mais il n'y a plus de bloc soviétique en face. Ce n'est pas l'addition de la Russie, de la Biélorussie, de la Corée du Nord, de l'Érythrée et de la Syrie qui fait un bloc. D'autre part,
La guerre froide, c'était la confrontation d'idéologies. Aujourd'hui, les idéologies ne structurent plus la conflictualité internationale. Et Mhm. enfin et surtout, et c'est ce que j'allais dire dans mon propos liminaire, Oui, la guerre froide, c'était deux blocs qui n'avaient aucune caractéristique d'interdépendance entre eux. oui. Or, aujourd'hui, ce qui caractérise le monde, c'est une formidable interdépendance sur tous les plans économiques, sociaux, culturels, mais en l'espèce énergétique également. Et Mhm. à l'époque de la guerre froide, entre le bloc soviétique et le bloc occidental, il n'y avait pratiquement pas d'interdépendance. D'où Oui. effectivement l'importance de cette dimension systémique et économique dans le conflit ukrainien présent, qui Mhm. contraste totalement avec cet affrontement entre deux acteurs qui étaient totalement extérieurs et indépendants l'un de l'autre, ce qui faisait la guerre froide. Donc Oui. parler de guerre froide, c'est s'engager dans une analyse et donc dans une action totalement distincte de ce Mhm. que nous fournit la réalité et la complexité du monde actuel. L'interdépendance, c'est quelque chose de très très important. Mhm. Je disais trois ruptures, décolonisation, mondialisation. J'ajouterai la troisième qui est justement dépolarisation. Nous Oui. étions depuis 1945 dans un monde hyper polarisé, Mhm. autour de deux pôles qui étaient le pôle soviétique et le pôle occidental ou Oui. occidentalo-américain. Nous sommes actuellement dans un monde qui brutalement est devenu apolaire. Il n'y a plus de pôle et Oui. nous sommes donc dans une situation de fluidité des relations internationales extrêmement remarquable qui modifie, bouleverse complètement la donne par rapport à ce que nous avons connu précédemment. Oui, incertitude et imprévisibilité, certes, mais aujourd'hui, comment dessiner ce monde que nous observons aujourd'hui avec une potentialité de guerre, de conflit. Et aujourd'hui, est-ce qu'on a les moyens de réguler tout cela? Est-ce qu'aujourd'hui, les États ou d'autres acteurs sont capables de faire face à une telle situation? Alors, vous avez raison, c'est la grande question. C'est-à-dire, c'est la grande question que se posent tous les internationalistes. Comment faire vivre ensemble des acteurs, des États, des peuples, des sociétés, des cultures qui sont tout différents les uns des autres. Le problème, c'est que les principes régulateurs d'hier ne sont plus les principes régulateurs d'aujourd'hui. Les principes régulateurs d'hier, c'était quoi? C'était d'abord l'idée de souveraineté qui conduisait à une régulation internationale par compromis entre États-nations. Or, aujourd'hui, les enjeux qui dominent ne sont plus des enjeux nationaux ni internationaux au sens étymologique du terme, mais des enjeux globaux. Donc, il faut complètement changer la donne. On ne va pas lutter contre le Covid ou le réchauffement climatique par compromis entre intérêts nationaux. C'est en regardant la situation globale et en la traitant globalement. Ce que nous ne savons pas faire ou que nous ne savons faire que de manière parcimonieuse. Il y a déjà des domaines dans lesquels la régulation globale opère. Quand vous prenez l'avion, c'est parce qu'il y a une régulation globale de la circulation aérienne. Quand vous téléphonez ou quand vous faites fonctionner Internet, vous vous confiez aussi à des règles nouvelles, des normes nouvelles de régulation globale. Mais sur les grands enjeux sécuritaires, nous en sommes encore très loin, et on l'a vu à propos du Covid et des enjeux sanitaires. Le Oui. deuxième principe de régulation qui a fait fortune pendant des siècles, c'était le rapport de puissance. Vous savez Mhm. que le premier mot qui venait à la bouche des internationalistes, c'était rapport de force, relation de puissance. Or, que découvrons-nous aujourd'hui? Nous découvrons que la puissance n'a plus l'efficacité qu'elle avait autrefois. Les États-Unis, sans conteste la première puissance militaire du monde, entre 35 et 40% des dépenses militaires mondiales, ont Mhm. été battus dans toutes les guerres qu'ils ont menées récemment, du Vietnam jusqu'à l'Afghanistan, en passant par l'Irak ou la Somalie. Ce qui est Oui. quand même quelque chose qui mérite attention, de même que M. Poutine a été battu dès les premières semaines de sa guerre contre l'Ukraine sur le terrain militaire.
de même que la France est mise en échec au Sahel. Il faut se hâter de tirer les conséquences de ce phénomène nouveau qui est que la puissance ne mène plus le monde. La Oui, puissance garde intacte sa capacité destructrice, mais n'a plus cette capacité régulatrice. C'était quoi la capacité régulatrice de puissance? C'était, bon, à partir du moment où il y a un problème, c'est le rapport de force et le concert de puissance qui réglera ce problème. Essayez de trouver une solution au problème d'aujourd'hui à travers le concert de puissance et vous serez vite déçus. Donc, il faut trouver un substitut à la puissance ou réincarner, ouais. redéfinir, reconstruire ce concept de puissance. C'est facile à dire qu'à faire, mais en tout cas, avec vous, on continue dans cette quête de sens. On voit que vous êtes entre conceptualisation et travaux pratiques. Peut-être on peut entrer dans les détails avec vous sur le champ l'Afrique, que va devenir l'Afrique dans cette situation et d'autres régions comme les pays arabes qui sont véritablement dans un état de ruine, puisque il y a un ordre nouveau qui est en train d'émerger, y compris en Afrique, avec le Sahel, avec l'Afrique centrale, avec l'Afrique australe. C'est-à-dire que comment voyez-vous tout cela et comment ça va s'ordonner? Est-ce qu'on peut avoir à un moment donné un fil conducteur pour en sortir? Alors, première remarque, l'Afrique, d'un certain point de vue le monde arabe, mais je commencerai par l'Afrique. L'Afrique exprime, me semble-t-il, parfaitement l'idée que je rendais de manière plus abstraite il y a un instant, c'est-à-dire ça fait 60 ans que l'Afrique met la puissance en échec. Et ça, c'est quand même la grande leçon tenue secrète dont il faut tirer toutes les conséquences. L'Afrique a mis la puissance en échec d'abord par la décolonisation. C'est quand même le plus faible, c'est-à-dire des peuples colonisés, qui a vaincu le plus fort, c'est-à-dire des puissances coloniales qui étaient rompues à l'art de la guerre, mais qui ont été défaites, qui en Algérie, qui à Madagascar, qui au Kenya, qui au Cameroun, et on pourrait ainsi continuer l'énumération. Ensuite, toutes les guerres qui, hélas, nombreuses, se sont produites en Afrique sont des guerres justement d'une nouvelle génération. Les guerres africaines sont très rarement des guerres interétatiques, c'est-à-dire nées d'un litige, d'un contentieux entre États. Il y en a eu quelques-unes. Il y a eu une guerre entre le Mali et le Burkina Faso qui était très brève. Il y a eu une guerre, la guerre des sables entre l'Algérie et le Maroc. Mais la plupart du temps, ce sont des guerres de décomposition sociale. Ça, c'est un phénomène nouveau que l'on ne sait pas regarder en face. À savoir que à la racine du conflit sahélien ou du conflit congolais se trouve non pas la rivalité de puissance, mais l'échec, l'affaiblissement, la décomposition en même temps des sociétés et des institutions sociales et politiques qui ont plongé ces pays dans une logique où c'est l'impuissance qui a fait la loi beaucoup plus que la puissance. Ce qui montre à quel point l'urgence n'est pas celle de combattre l'ennemi, ce qui a fait l'histoire de l'Europe pendant des siècles, mais d'instaurer une véritable gouvernance, ce que la décolonisation n'a pas réussi à établir. Mais on a le temps de faire tout ça? Pardon? On a le temps de faire tout ça. Vous parlez de sujets gigantesques qui demandent du temps et surtout beaucoup de moyens pour pouvoir aller dans Mais cette direction. Monsieur Beni Aïch, l'Europe a mis combien de temps à se construire? L'Europe a mis à peu près 5 siècles à se construire, de la sortie du Moyen Âge jusqu'à la stabilisation de la carte européenne, dont il faut bien considérer qu'elle n'a été accomplie qu'au XXe siècle. Peut-on reprocher aux Africains de ne pas avoir fait en 50 ans ce que les Européens ont mis 5 siècles à faire? Ce qu'il faut, c'est deux choses. C'est d'abord regarder, connaître, voir la voie à suivre, ce que l'on ne fait pas. On nous explique que les malheurs de l'Afrique, c'est
telle ou telle manipulation stratégique, telle ou telle action terroriste. Ce sont des épiphénomènes. Et il faut savoir regarder derrière les épiphénomènes les racines de la crise africaine, qui est une crise même pas de gouvernance politique, je dirais de gouvernance sociale. Tout est à refaire en Afrique. Les régimes fonciers, par exemple, l'une des causes les plus graves des guerres en Afrique, du conflit sahélien, par exemple, c'est l'effondrement des systèmes fonciers. Bon, Absolument. donc il faut d'abord connaître la voie, je dirais, pour reprendre un proverbe chinois. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut, justement parce que c'est long, commencer tout de suite. Rien n'est plus absurde que de prendre le prétexte de la longueur du temps pour ne jamais commencer. C'est une raison supplémentaire pour commencer aujourd'hui et tout de suite. Troisième élément, cela implique effectivement un effort de réinvention que la décolonisation avait bloqué. La décolonisation s'est faite par mimétisme. Vous avez eu l'amitié de citer mon livre « L'État importé ». C'est ce que je mettais en évidence dans ce livre qui date maintenant de 30 ans, où j'expliquais que ce n'est pas en copiant les États occidentaux que l'Afrique s'en sortira. C'est d'ailleurs pas moi qui l'ai dit le premier, ce sont les grands libérateurs de l'Afrique, la grande pensée panafricaniste d'un Nkrumah ou d'un Lumumba ou d'un Nyerere ou d'un Kenyatta qui expliquait très clairement que la voie de l'Afrique n'était pas dans la copie des États-nations occidentaux, mais dans la découverte des formes de gouvernance qui correspondent à son histoire. Et ça aussi, il y a tout un effort à faire, parce que si on ne le fait pas, on va reproduire la dialectique que nous connaissons depuis un certain temps, c'est-à-dire face à des États en échec, ceux-ci réagissent en renforçant leur autoritarisme et leur militarisation, ce qui a pour effet d'aggraver les conflits beaucoup plus que de les résoudre. Donc c'est un cercle vicieux. Il faut briser ce cercle vicieux et se lancer dans une politique de réinvention qui demandera du temps, mais je pense que les Africains sont hautement capables de réaliser ce travail. Vous avez dit une phrase clé, l'interdépendance aujourd'hui, mais est-ce que dans cette relation Afrique-France, la phrase, on a l'impression que la France est véritablement, elle a une vision brouillée. On le voit avec le Maghreb où il y a vraiment un gap énorme d'incompréhension, et c'est la même chose avec l'Afrique. C'est-à-dire que comment peut-on en arriver là? Est-ce que aujourd'hui les peurs structurent les politiques et les décisions des politiques justement? Oui, alors vous avez tout à fait raison. Et c'est la raison pour laquelle je dis régulièrement que la décolonisation a été un échec. C'est-à-dire que la décolonisation s'est faite selon un modèle qui ne correspond pas à la réalité que je décrivais tout à l'heure. Et c'est vrai que la France, comme d'une façon générale les anciennes puissances coloniales, mais je pense que c'est particulièrement vrai de la France, ont voulu, à travers le temps post-colonial, maintenir un certain nombre d'avantages retirés de la colonisation. Et la pérennisation de ces modèles, que l'on appelle néocoloniaux, néocolonialistes ou clientélistes, a eu un effet pernicieux, je dirais, des deux côtés. Vous savez, il y a une formule, moi, qui me fait toujours réagir, c'est ce discours des hommes politiques en France qui disent « la France a des responsabilités particulières en Afrique ». Qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité particulière? Alors, une fois, j'ai naïvement interrogé un responsable politique que je ne nommerai pas, français, en lui disant « mais en quoi la France a-t-elle en Afrique des responsabilités particulières plus que le Guatemala ou la Bolivie ?» Et cette personne m'a fait cette réponse, mais parce que la France avait une présence forte en Afrique. J'ai dit, ben voilà, derrière responsabilité particulière, vous voulez dire tutelle néocoloniale. Et
mes amis africains avec qui j'en ai parlé, tous unanimement réagissent de la même façon, ressentent cette tutelle néocoloniale, et au fil des temps, cette tutelle néocoloniale devient insupportable. Elle est insupportable dans les symboles qu'il exprime, elle est insupportable dans les pratiques qui la mettent en application, elle est insupportable dans la philosophie de ses relations. Donc effectivement, le grand défi de la politique étrangère française, c'est de savoir parler à ceux qui n'étaient pas du club d'avant-guerre. C'est-à-dire, la France n'a jamais su parler aux émergents, c'est-à-dire ni à la Chine, ni au Brésil, ni à l'Inde, ni à l'Indonésie, ni à l'Afrique du Sud. Mais elle ne sait pas davantage parler aux anciens pays colonisés, c'est-à-dire créer un partenariat qui n'est pas seulement égalitaire, parce que le mot égalité, il est chargé d'un sens symbolique, mais il faut aussi trouver la pratique, c'est-à-dire parler à l'autre en considérant que l'autre a ses choix, que l'autre a ses aspirations, que l'autre a son histoire, que l'autre a ses intérêts, et savoir en discuter, comme par exemple nous savons le faire avec l'Allemagne ou un temps du moins avec la Russie. Eh bien, c'est la même grammaire qu'il faut savoir utiliser dans ses rapports avec la République centrafricaine ou avec la République démocratique du Congo. Russie, Chine, Inde et d'autres pays émergents. C'est-à-dire que comment va être dessiné ce monde où on voit des acteurs qui sont aussi empêchés parce que le monde a radicalement changé. Comment voyez-vous un peu dans une projection ce monde en train de se faire? Ben, ce monde, il est en train de muter d'un temps de sécurité nationale, et donc internationale, à un temps de sécurité globale. Et ça, c'est une mutation extrêmement forte. Parce que nous avons ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est plus tellement le voisin, même si des Ukrainiens seraient étonnés de mon propos, comme quoi les mondes se superposent, c'est-à-dire il y a aussi des traces de l'ancien monde. Monsieur Poutine mène de manière remarquable une guerre réactionnaire, c'est-à-dire une guerre qui appartient à l'ancien monde. Et là, effectivement, pour des Ukrainiens, la notion de sécurité nationale et la notion de territoire a un sens extrêmement profond et actuel. Mais regardez le monde dans sa globalité. Qu'est-ce qui le menace? Le changement climatique, 8 millions de morts par an. La faim, l'insécurité alimentaire, 9 millions de morts par an. Vous savez que la faim dans le monde fait, en termes de mortalité, l'équivalent de 8 attaques par jour sur le World Trade Center. 8 11 septembre par jour. Bon, ça, ce sont les vraies menaces. Le terrorisme, c'est entre 10 000 et 40 000 morts par an. Le changement climatique, c'est entre 8 et 10 millions. Ce n'est pas à la même échelle. Donc, la vraie insécurité, elle est globale. Et globale, ça veut dire qu'elle n'est pas sécable, elle n'est pas dissociable. C'est-à-dire que l'on ne peut pas dissocier le traitement du changement climatique en France, au Brésil et en Russie. Nous sommes dépendants de l'autre. Et ça, c'est quelque chose que 5 siècles d'histoire passée nous empêchent de voir. Donc, le grand défi, c'est un défi de régulation globale. Alors, évidemment, un utopiste vous dirait, c'est très simple, on installe un gouvernement mondial. Il est évident qu'il est impossible, ni aujourd'hui ni demain, de construire un gouvernement mondial. Alors, on a inventé un terme de substitution qui est la gouvernance globale. La gouvernance globale, ça veut dire on continue à être dans un monde à 193 États, ou un peu plus ou un peu moins, mais on met en place des mécanismes institutionnels qui permettent de faire face ensemble à ces grands défis globaux. On en est là. Mais le grand problème,
c'est que, d'une part, la mondialisation que je décrivais tout à l'heure bouleverse tellement les habitudes que les peuples, les sociétés viennent en avoir peur et donc se protègent par des réflexes nationalistes, nationaux-populistes que nous voyons déferler un petit peu partout dans le monde. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus toxique dans notre monde actuel, dans la mesure où le nationalisme ne résout rien, mais complique tout. D'autre part, les politiques savent jouer de cette peur et ce désir, cette peur de la mondialisation et ce désir protectionniste pour affirmer leur pérennité. Donc, les obstacles sont considérables. Simplement, il faut faire confiance au génie humain et à sa capacité de transcender ça. Vous savez, il y a 2 facteurs de changement dans le monde qui marchent. L'appât du gain ou l'effet de peur. Quand les gouvernants s'apercevront que ça leur coûte trop cher de pérenniser une politique nationaliste, ils viendront à la gouvernance globale. Et quand les peuples auront trop peur des étés trop chauds et dévastateurs, ils commenceront à comprendre qu'il faut faire des sacrifices pour parvenir à la gouvernance globale. Malheureusement, on est de la mauvaise génération, c'est-à-dire celle de transition, où on veut maintenir, dans un monde qui a déjà complètement changé, les effets du monde ancien. En attendant cette civilisation de l'humanisme que prônait Edgar Morin, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait inciter à l'optimisme pour vraiment non pas avoir une vision théorique, mais concrètement sortir vers ce monde, converger vers ce monde dont vous parliez. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui tous les facteurs sont négatifs et ils vont dans le sens contraire de ce que vous dites? C'est-à-dire que comment aujourd'hui s'accrocher à un espoir? D'abord, ce n'est pas une vision théorique, c'est une vision extrêmement pratique. Cette gouvernance globale, vous ne la voyez pas, mais elle existe partout. Je donnais l'exemple tout à l'heure de la circulation aérienne ou des communications internationales, mais on pourrait continuer à énumérer les exemples de succès de gouvernance globale. Je voudrais rendre hommage ici à un grand Africain qui était Kofi Annan, qui, dans son discours du millénaire et en lançant les objectifs millénaires du développement, l'avait parfaitement compris. Et il faut rendre hommage à toutes ces agences onusiennes, la FAO, le Programme alimentaire mondial, l'OMS, l'UNICEF, et on pourrait continuer l'énumération, qui mettent en place cette gouvernance globale qui, par exemple, a permis d'éradiquer la variole de l'Afrique dans les années qui ont suivi la décolonisation. Les ONG font aussi de la gouvernance globale, et Dieu sait si les ONG sont considérablement plus utiles que des gouvernements narcissiques qui ne font qu'exhiber leur drapeau. Et ces ONG font un travail considérable de régulation globale. Alors, tout ceci est en marche. Et gardons ce qui marche. Je parlais des objectifs millénaires du développement, mais on pourrait aussi parler des ODD mis en place dès 2015, les objectifs du développement durable. Tout ceci existe. Simplement, on ne veut pas le regarder parce qu'on préfère regarder les sanglants matchs de football interétatiques qui occupent les journaux télévisés. Bon, maintenant, comment faut-il voir l'avenir? C'est une très bonne question. Moi, je pense que l'Occident est en train de commettre une erreur considérable, qui est de se replier sur lui-même, c'est-à-dire à un moment où tous les blocs se défont, à un moment où toutes les alliances pérennes se décomposent, on voit l'Occident s'entêter à exister en tant que tel. Ce qui fait qu'il suscite la crainte, la méfiance, l'étonnement dans les pays du Sud. Et on l'a vu avec ce conflit ukrainien. Le conflit ukrainien aurait dû faire l'unanimité contre M. Poutine, tant il était cruel et tragique. Eh bien, s'il y a eu au Sud tant de pays qui se sont abstenus, c'est parce que ces pays craignent justement cette pérennisation du bloc occidental qui leur rappelle le temps de la colonisation et qui ne les rassure pas.
Ce qu'il faut, c'est construire des alliances pragmatiques. C'est-à-dire non pas toujours entre nous, n'est-ce pas, nous les blancs chrétiens qui avons découvert la rationalité avant les autres, mais c'est au contraire des alliances pragmatiques qui consistent à coopérer tous azimuts avec le Sud, avec le Nord, avec l'Est, avec l'Ouest, et construire face aux grands enjeux des alliances de circonstances. Voilà, c'est cela, je pense, la nouvelle politique étrangère. Ce qui me désole, c'est que ce sont les méchants qui ont commencé. Poutine fait ça, des alliances pragmatiques avec la Turquie, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Inde, avec même le Pakistan, voire avec Israël. Il faut ne pas laisser à ceux qui détruisent notre monde la pratique de ces diplomaties fluides, nouvelles, ouvertes et, je dirais, pragmatiques. Il y a tant de sujets à traiter avec vous, mais hélas, on est limité dans le temps. Bertrand Badi, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur émérite à Sciences Po Paris et que vous êtes un grand théoricien et un homme qui travaille beaucoup sur la conceptualisation des relations internationales et que vous êtes l'auteur de plusieurs livres de référence. Merci d'avoir été avec nous.